Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est William Lajanne. Il est membre du bureau exécutif régional des écologistes Bretagne. Il est également co-délégué aux élections, à la relation aux élus et aux partis. Et il est là ce matin avec nous de bonne heure dans la matinale. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, William Lajanne. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors on va parler, je le disais à l'instant, de dissolution surprise qui a pris de court un petit peu tout le monde et les différentes formations politiques, y compris les écologistes. Et il y a eu évidemment ce qu'on appelle d'un vilain mot les tractations pour essayer de faire barrage au Rassemblement national. En tout cas, c'est le message qui a été délivré avec la création de ce nouveau Front populaire. Nouveau Front populaire pour faire barrage au RN. Est-ce que ça va être facile à gérer, si vous me permettez le terme ? Eh bien, écoutez, à ce qui paraît, Emmanuel Macron aurait déclaré qu'il a voulu nous envoyer une grenade découpillée entre les jambes. Ce que l'on fait depuis dimanche soir 9 juin, c'est tenter de lui renvoyer cette grenade entre les jambes. Là, on a assisté très clairement à une faillite du macronisme. Et la menace, le péril même, j'ai envie de dire, qui est à l'horizon, c'est une faillite sociale et une faillite démocratique si jamais le RN accédait au pouvoir, était majoritaire à l'Assemblée et puis était en mesure de former un gouvernement. Donc les partis de gauche et écologistes se sont rassemblés un peu dans la précipitation, il est vrai. Il faut dire que les délais sont très courts. Extrêmement courts. Ça fait presque 10 ans que je suis engagé en politique, j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Mais on le fait vraiment dans l'intérêt de tous les Français et de toutes les Françaises, en particulier des plus précaires, de ceux dont les conditions de vie sont les plus difficiles et seraient clairement les plus menacés si jamais l'extrême droite arrivait au gouvernement. Mais on prend nos responsabilités. Et je pense que ça s'est bien vu dans les délais impartis. On a quand même réussi à créer cet accord, à la fois un accord électoral pour être présent sans se concurrencer le 30 juin et le 7 juillet partout en France. Un accord équilibré aussi en termes de ce que représente chaque formation politique. Ça nous semblait important. Et puis un premier accord programmatique aussi. Il est sorti, le document est disponible sur les sites des différentes formations politiques, lesécologistes.fr par exemple. Vous pouvez retrouver ce programme, 23 pages, très clair. Ça aborde tout, le social, l'économique, l'environnement, la santé, l'éducation, la justice, la démocratie. Bref, on aborde tous les points de manière posée, de manière concrète et aussi, surtout, de manière réaliste. Il y a des économistes qui ont regardé un petit peu ce programme et qui valide très clairement la possibilité de financer tout ce qu'on propose pour améliorer la vie des Français dès cet été. Alors il y a cette grenade, vous le disiez, découpillée que Emmanuel Macron, alors là, l'image n'est pas très élégante, mais elle est là effectivement à lancer un petit peu en procédant à cette dissolution de l'Assemblée nationale, en mettant même à un moment même le fait qu'il pourrait démissionner s'il n'était pas, a priori c'est plus à l'ordre du jour. Est-ce qu'on est dans une... C'est dommage. Est-ce qu'on est, je vous laisse libre de vos propos, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une forme de page qui se tourne en termes, en tout cas, politiques, ici en France, avec cette nouvelle recomposition, parce que finalement, Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé, a quand même bousculé le paysage politique. Et là, on va y revenir, mais on voit des alliances parfois contre nature, on voit des déchirements dans certains partis, on pense à LR, et on voit les difficultés aussi à créer. Alors c'est le cas un petit peu à gauche parce qu'il a fallu faire vite et on a quand même aujourd'hui une gauche qui est très disparate avec quand même des idées très éloignées parfois les unes des autres. Je prends le cas des écologistes, mais on pourrait parler des sociodémocrates, du PS, de LFI, même du NPA qui est très décrié actuellement. Il y a tout en tout cas une forme de polémique autour de cela. Est-ce que ça va être facile de, j'allais dire, mettre tout ce petit monde-là, si vous me permettez le terme, il n'est pas du tout agressif, d'accord. Pour reprendre la question au début, pour ce qui est de Macron, effectivement, ça aura été une sorte
d'étoile filante de la politique, hein, arrivé en 2017, entrée fracassante pour fracasser la France socialement et démocratiquement finalement. Donc que ça se termine tôt, entre guillemets, voilà, ça aura quand même été 7 ans de souffrance pour beaucoup de personnes dans notre pays. Donc il est temps qu'on arrive à la fin de tout ça. Pour la droite, ce qui s'est passé dernièrement avec Éric Ciotti qui se barricade dans les locaux de LR, mais c'est d'une déchéance pour un parti voilà, qui est quand même toute une histoire en France. C'est plus que navrant. Et pour ce qui est de l'extrême droite et de leur montée en force, y aurait énormément de choses à dire, mais il y a une colère. Je comprends parfaitement, je peux comprendre plutôt le vote de certaines personnes qui se sentent acculées dans leur vie, qui ont du mal à boucler les fins de mois, voire qui sont en galère dès le 15 du mois. Je comprends cette colère, ce sentiment de déclassement, parfois de déclassement vécu, difficulté face à l'emploi. Alors, je regardais un petit peu les chiffres hier, un peu plus de 500 000 offres d'emploi au premier trimestre 2024, 2,8 millions de chômeurs de catégorie A. Ce sont les chiffres qui sont sur France Travail. Hein. Donc, on voit qu'il y a un gap, on voit qu'il y a un gros problème social en France. Ça, c'est juste pour l'emploi. Après, voilà, quand on est en emploi, quid de la rémunération, quid des conditions de travail. Bref, il y a une colère qui s'exprime. Ça, il faut l'entendre et il faut la comprendre. Y répondre par l'extrême droite, ça serait se saborder finalement. Les conditions vont clairement empirer. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire ou de regarder, même dans les journaux à l'heure actuelle, ce qui se passe en Italie, en Argentine, en Hongrie et dans les autres pays gouvernés par l'extrême droite. Les conditions des plus précaires ne se sont pas améliorées. L'extrême droite a toujours travaillé et travaillera toujours pour les plus riches, pour les milliardaires et compagnie. Là, ce qui s'est fait depuis une semaine maintenant, ce nouveau front populaire, comme vous le dites, il rassemble très largement. On a quand même Philippe Poutou et François Hollande qui sont sur la même liste. Voilà, je n'ai pas cité François Hollande, c'est la nouveauté du week-end. Hein, exactement. Voilà. Alors, on n'en finit pas d'être surpris jour après jour de ce nouveau front populaire. Alors, voilà, c'est une composition de plusieurs partis politiques et chacun gère un petit peu ses candidatures au mieux comme il l'entend. Chaque formation politique est souveraine. Les écologistes sont acteurs de cet accord et on va clairement, on a déjà, si on regarde le programme, des propositions fortes en termes écologiques. Là, j'en ai une sous les yeux en ce qui concerne le droit au logement, parce que là aussi, c'est une question quand même cruciale pour tout le monde. L'objectif, c'est de construire chaque année 200 000 logements publics. Donc sur 5 ans, ça représente quand même 1 million de logements, c'est pas rien, avec des normes écologiques les plus hautes possibles. Voilà, pour que les factures de chauffage, pour que soit le plus bas possible pour les personnes précaires et qu'en fait on ne crame pas l'argent, qu'on ne s'amuse pas à chauffer les petits oiseaux. Ça, c'est une mesure parmi tant d'autres. Et ce que je voulais dire concernant cet accord, alors certes, il est très large en termes de personnalité, mais tout le monde, d'une part, s'y retrouve. Ça, c'est important, sinon il n'aurait pas pu émerger. Et tout le monde aussi est conscient de l'enjeu. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu montées en épingle médiatiquement, certes. Après, sur le terrain, honnêtement, on ne le retrouve pas. Tous les militants, tous les sympathisants aussi, qui se rapprochent de nous, mais c'est vraiment chaque jour, je vous assure, on n'a jamais vu ça au sein des formations politiques. Tous ces gens-là vraiment prennent la campagne à bras-le-corps, veulent militer, veulent mobiliser, parce que le 30 juin et le 7 juillet, on a largement possibilité
de renverser les choses pour le mieux en France. Il y a un dénominateur commun, effectivement, faire barrage aux extrêmes droites et au RN en particulier, avec quand même ce message des Français, hein, vous le disiez tout à l'heure, message qui est assez clair, il faut changer les choses. Les analystes politiques parlent aussi d'un rejet de la politique d'Emmanuel Macron, d'une envie, là encore, de tourner la page. Si demain, au lendemain du 7 juillet, le Rassemblement national, finalement, arrive en tête et s'installe dans le paysage politique français, qu'est-ce qui risque d'arriver? Comment vous le sentez, comme l'on dit? Alors, s'ils sont vraiment majoritaires à l'Assemblée et capables de monter un gouvernement, honnêtement, ce sera dramatique. Alors, comme d'habitude, les plus riches s'en sortiront bien, s'en sortiront peut-être mieux d'ailleurs. Quand on regarde les analystes financiers, les analystes des entreprises du CAC 40, ils seraient plus contents de voir l'extrême droite au gouvernement que la gauche. Voilà. La gauche fait peur, finalement. La gauche fait peur aux ultra-riches, tout simplement, parce que on a... ça semble assez évident pourtant, pour nous en tout cas, que les plus riches, que les grosses entreprises, celles qui produisent énormément de bénéfices, doivent les redistribuer pour que ça bénéficie à tout un chacun. Quand on veut s'accaparer la plus-value, c'est très marxiste ce que je vais dire, mais des travailleurs et la garder pour soi, oui, on a peur de gens qui veulent une redistribution juste. Donc ça aussi, c'est un message que je voudrais faire passer aux électeurs. Si vous travaillez, et en Bretagne, vous êtes nombreux, dans l'agro-industrie, que vous êtes dans le transport, que vous êtes ouvrier, que vous vous levez à 5h du mat, que vous finissez votre journée péniblement à 13h, et que vous êtes crevé, votez pas extrême droite. Honnêtement, ça va être pire. Ça va être pire parce que derrière tout ce qui va être de l'ordre de la justice sociale, ce pourquoi vous cotisez jour après jour, tout ça, ça va vous être retiré pour bénéficier finalement à toujours ce 0,1% des plus riches. Donc, voilà, l'extrême droite ne profite qu'à une infime minorité. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Si d'aventure ce drame se produisait le 7 juillet, comme je vous le disais, là, à la gauche de l'échiquier politique, on est vraiment remonté, on est en campagne, et les rangs sont à la fois resserrés et grossissent de jour en jour. Cet élan, on peut imaginer un pays ingouvernable à partir de ce moment-là, ou difficilement gouvernable? Je ne sais pas si on peut dire difficilement gouvernable. En tout cas, juste pour finir ma précédente phrase, on ne lâchera rien. Là, il y a un élan qui est parti. Quoi qu'il arrive, le 8 juillet, cet élan, il va continuer. Alors, est-ce que ça sera un élan constructif de gouvernement? Ça, je le souhaite. Est-ce que ce sera un élan de lutte contre l'extrême droite? Si d'aventure ça devait se produire, c'est ça qui se produira. Voilà, il y a beaucoup de colère, hein, on l'entend. Alors, avec néanmoins 7 millions de Français qui ont adressé des messages. On a parlé, évidemment, et vous l'avez cité, le pouvoir d'achat, les difficultés à se loger, à payer son électricité. Là, on a vu le programme, effectivement, du nouveau Front populaire qui insiste beaucoup sur ceux qui sont les plus précaires, qui ont besoin, avec des lois sociales importantes. Et on voit en face aussi le problème de l'immigration, qui est une inquiétude pour nombre de Français. Comment y répondre? Comment, là aussi, avoir un autre discours que celui du Rassemblement national? L'immigration, on va mettre les pieds dans le plat, elle a toujours eu lieu, elle aura toujours lieu. En France, si on se compare aux autres pays européens, notamment à l'Allemagne, par exemple, les chiffres ne sont pas si élevés que ça. On est censé être une terre d'accueil. Je vous rappelle la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes un pays des Lumières. Il y a cette notion d'universalisme. Tout humain doit être traité dignement, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, son genre, etc. Donc,
il faut voir dans cette immigration une richesse. Génération après génération, des gens sont arrivés. Au début du siècle, c'était plutôt l'Italie, par exemple, l'Espagne. Il y a eu le Maroc aussi, de nombreuses personnes du Maroc, la Pologne aussi. La Pologne, etc. Exactement. Et on voit bien que quand les conditions sont données, les gens s'intègrent et viennent enrichir le pays. Ce qu'il faut leur donner, justement, c'est cette possibilité. Je connais de nombreuses personnes à Saint-Brieuc. Ils sont afghans, notamment. Eh bien, ils veulent travailler. Ils peuvent travailler. Il y en a un, par exemple, il est professeur de mathématiques. Il était professeur de mathématiques en Afghanistan. Les mathématiques, c'est universel. En France, on manque cruellement de profs de maths. Je pense que les auditeurs et auditrices de Bretagne 5, vous avez, vos enfants ont dû être à un moment ou à un autre en pénurie de profs de maths cette année. Eh bien, ce monsieur souhaiterait travailler. Mais la législation actuelle l'en empêche. On va lui donner un espèce de minimum social, mais vraiment minimum, de quoi survivre, mais on ne lui donne pas les possibilités de vivre de son travail et d'être acteur en France. C'est ça qu'il faut changer aussi. On parle bien d'intégration. Complètement. Intégration par le travail, intégration pour participer à la vie commune. Apprendre le français aussi. À l'heure actuelle, ça revient quand même énormément au monde associatif d'apprendre le français aux immigrés qui le désirent. Le monde associatif qui ne peut pas tout. Eh ben non. Non, effectivement. Le bénévolat, ça fonctionne, mais on ne peut pas demander l'impossible à ces gens-là. Il faut de la formation pour apprendre le français. Il faut des moyens aussi pour pouvoir accueillir ces personnes dans de bonnes conditions. Mais c'est tout ce qu'ils désirent. Ces gens, peu importe d'où ils viennent, c'est tout ce qu'ils désirent. Ils veulent arriver là pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir s'intégrer en France, pour pouvoir participer et vivre de leur travail comme tout le monde. Il faut leur donner les possibilités. Comment vous expliquez cette peur finalement qui a poussé des électeurs à voter pour le Rassemblement national, électeurs qui ne sont pas racistes fondamentalement. On ne peut pas imaginer qu'il y ait 7 millions de Français racistes, évidemment. Qu'est-ce que vous imaginez comment vous voyez ça? Ce sont des grandes peurs infondées, ce sont peut-être les faits divers récents qui ont cristallisé un petit peu ce vote? Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Je pense qu'il y a bon nombre d'électeurs du Rassemblement national le 9 juin dernier qui, fondamentalement, ne sont pas racistes. Par contre, effectivement, il y a une crainte, ce sentiment de déclassement, on va dire. On a entendu perte de civilisation, le mot est fort. Oui, perte de civilisation. Je peux comprendre l'idée derrière tout ça, mais... Effectivement, je pense qu'il y a un certain, alors pas fantasme, mais peut-être victime d'une désinformation aussi, qui est clairement orchestrée. Et là, on l'a bien vu ces derniers jours, un milliardaire breton, M. Bolloré, on voit comment est-ce qu'il tire les ficelles de l'extrême droite. Quand il demande à son animateur fétiche, Cyril Hanouna, en prime time, d'organiser un appel entre la femme d'Éric Zemmour et Bardella. Alors, si c'est pas les grands capitalistes qui organisent la montée de l'extrême droite et qui la médiatisent, je sais pas ce que c'est. Et effectivement, ce monsieur a des moyens médiatiques monumentaux à travers les journaux, la radio et la télé. Donc oui, il peut créer des imaginaires négatifs. Ça c'est une certitude. De l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche, on n'a pas ces moyens médiatiques. La gauche n'a pas fait assez à un moment. On lui reproche souvent de ne pas avoir pris j'allais presque dire le taureau par les cornes, permettez-moi. Mais voilà, est-ce que la gauche a failli à un moment? Il ne s'agit pas de porter un jugement, mais juste de façon factuelle d'analyser, de comprendre. Oui, c'est sûr. C'est une certitude. La gauche qui a accédé au gouvernement s'est peut-être reposée sur ses lauriers, oui. Et de là, une désillusion légitime des Français et des Françaises qui ont perdu l'espoir de la transformation justement du pays à travers la gauche. On a parlé des plus précaires qui du coup ont continué dans la précarité, des classes moyennes
qui justement vont frôler de plus en plus la précarité s'ils ne sont pas déjà installés dedans malheureusement. Oui, il y a clairement une gauche qui n'a pas su répondre à tout ça, qui a été prise dans les grands chamboulements internationaux aussi. Ce que l'on constate en France, on le voit dans beaucoup de pays d'Europe notamment. La vague d'extrême droite du 9 juin, ce n'est pas qu'en France. Donc voilà, tous ces chamboulements, ce n'est pas non plus qu'une histoire nationale. C'est plus large que nous, c'est un moment historique, mais c'est un moment historique dans les deux termes, parce qu'on peut renverser la table. Alors, avec aussi des craintes, des inquiétudes, on a la guerre en Ukraine, au port de l'Europe, on a une défiance vis-à-vis de l'Europe, elle s'est exprimée, on l'aura compris aussi à travers les urnes, on a le retour de Trump possible aux États-Unis, c'est pas forcément une illusion, et puis on a la guerre au Proche-Orient, Israël-Palestine, cette guerre qui n'en finit pas, qui tue des deux côtés, il faut bien le dire. Alors, il y a eu un reproche à gauche, on m'a dit, voilà, la gauche n'a pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Là encore, ça s'est pas toujours bien passé, comme l'on dit. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra aplanir tout ça? Est-ce qu'il faudra aller vers beaucoup plus d'apaisement? Parce que là, on est quand même dans un pays très fracturé et où tout peut être possible le soir du 7 juillet. Eh bien, dans le programme du nouveau Front populaire, c'est écrit noir sur blanc. Le Hamas est dénommé comme une organisation terroriste et l'attaque du 7 octobre est unanimement qualifiée d'immonde par tous les parties prenantes. Sur l'Ukraine, c'est pareil. L'invasion russe en Ukraine est condamnée par tous les partis. Ce que nous voulons, c'est bien sûr éviter les situations de guerre. Il faut qu'elles s'arrêtent. Il y a un risque qu'elle se répande qui est beaucoup trop important. Donc, notre axe principal, c'est vraiment la diplomatie, que l'Europe, vous l'avez évoqué, c'est peut-être l'échelon le plus pertinent pour aller s'adresser à ces pays, que l'Europe vraiment se positionne dans la diplomatie mondiale pour retrouver la paix, se confronter avec force à Vladimir Poutine pour qu'il cesse son invasion en Ukraine, se confronter au gouvernement d'extrême droite israélien. Voilà ce que ça donne, un gouvernement d'extrême droite, pour qu'il cesse son attaque de la Palestine. Certes, il faut désarmer le Hamas, organisation terroriste, c'est normal qu'il soit arrêté, mais nous souhaitons, tous les partis souhaitent voir émerger deux États qui puissent vivre en paix, côte à côte, Palestine et Israël. Il y a une demande des deux peuples, même si on comprend qu'après ce qui est en train de se passer actuellement, ça va être compliqué de réconcilier les gens, mais il y a une demande des deux peuples. Là, on ne parle pas des gouvernements ou des extrémistes, en tout cas du Hamas. Voilà, donc on peut faire la paix entre peuples, en dehors des dirigeants. C'est une question peut-être presque philosophique. Je l'espère sincèrement. C'est sûr que dans nos démocraties, on est habitué à la représentation. Mais tous les citoyens doivent être partie prenante de la politique de leur pays. Si on continue dans la philosophie, depuis la Grèce antique, on sait que l'humain, est un animal politique. C'est tous ensemble, au quotidien, que l'on discute de comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on s'éduque, etc. Donc, tout un chacun doit participer à ça, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, que ce soit en France. Il faut pousser ces représentants, ces gouvernements dans le bon sens. Franchement, c'est dramatique d'en arriver à des situations de guerre et que, comme on le voit actuellement, et que ce soit ça qui fasse réagir les gens. Il aurait fallu le faire plus tôt. En France, on a cette opportunité de le faire plus tôt, de le faire avant que l'extrême droite va en guerre, prenne le pouvoir. Il y a ce sursaut démocratique, ce sursaut politique qui est en train de se passer. Tout le monde est politique. Quand j'entends des gens me dire « Ah, je suis apolitique », non, c'est pas vrai. Tu as une conception de la société, tu as une conception de ton travail, de l'éducation. Si ça se passe bien, son travail, si tu n'as pas les bonnes conditions, si tu n'as pas le salaire que tu estimes mériter,
tu le projettes, donc tu as une vision politique. Que tu sois apartisan, ça je l'entends, c'est autre chose. Mais tout le monde est politique. Et donc il faut se saisir vraiment de là ce qui est en train de se présenter pour les... combien il nous reste 14 jours, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est un petit peu moins de 2 semaines, voilà. si on compte ce lundi. Donc, ouais, il faut se lever et il faut aller lire ce que propose le nouveau Front populaire, regarder à quel point ça peut changer la France. C'est un mouvement qui est sincère. On peut prendre la majorité à l'Assemblée nationale, on peut changer les choses dès cet été. Il nous reste 3 petites minutes, William Lajeune. Je voulais un peu parler local, comme l'on dit. On a vu la Bretagne basculer au bleu foncé. Quelques bastions, Saint-Brieuc est un petit peu en rose quand même, il faut bien le dire. Lannion, Rennes. Voilà, il y a encore un petit peu de couleur rose dans cette Bretagne. Est-ce que ça vous a surpris, le fait que les Bretons, eux aussi suivent finalement le mouvement national? C'est très choquant. Honnêtement, vous le savez aussi bien que moi, la Bretagne est réputée être une terre d'opposition à l'extrême droite. Il suffit de se rappeler les événements des dernières années, je pense à Callac par exemple, qui a été largement instrumentalisé par les extrêmes droites. Et on voit que... Alors, est-ce que c'est ce message raciste qui a fini par porter? Je ne pense pas. Mais... Voilà, cette colère, ce déclassement vécu par les travailleurs et les travailleuses de la Bretagne, ça c'est une réalité. Et ce vote du 9 juin, moi je l'entends franchement comme un appel à l'aide, une volonté de changement radical. Un avertissement aussi en disant attention. Oui, bien sûr. Avertissement à Emmanuel Macron et à tout successeur qui continuerait dans la même voie. Donc ça, on l'a entendu. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un programme de politique sociale très forte, mais réaliste. Une intégration de la France dans l'Europe aussi pour faire changer les choses. Cette Europe technocratique, tournée vers l'argent, tout ça, on sait que la population n'en veut pas. Il faut bousculer les règles à ce niveau-là. Ah mais complètement, complètement. Ce que l'on veut, si on est en mesure de former un gouvernement, justement, c'est de mettre fin au traité de libre-échange. Ça, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait des conditionnalités sociales et économiques à tout ce que l'on importe en Europe. Ne pas créer cette concurrence artificielle, justement, qui met notamment l'agriculture à genoux, voire la tête sous l'eau même. Voilà, il faut instaurer ce protectionnisme écologique et social partout en Europe pour améliorer les conditions des gens. Et en France, eh bien, revaloriser les salaires, créer de nouvelles embauches. Je pense notamment à l'éducation. Promesse de Macron, il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée. Ça, c'était en septembre dernier. Septembre prochain, ça va être encore pire. Les concours de l'enseignement ont vu leurs résultats arriver il y a peu de jours. Il n'y aura pas un professeur en face de chaque classe. Ils n'ont pas donné les moyens à l'éducation nationale de répondre à ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les services publics, que la France, que les pouvoirs en France puissent répondre aux besoins réels des citoyens et des citoyennes. Il nous reste une poignée de secondes. L'éducation, la santé, les services publics, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. C'est financé, le programme a été validé. Oui, c'est voilà, ce que je vous disais au début de cet entretien. Tout ça, c'est chiffré et c'est réalisable à partir du moment où on va mettre à contribution chaque Français et chaque Française, en particulier les plus aisés, les plus riches des plus riches, qui, à l'heure actuelle, font de l'évasion fiscale dans la plus grande complaisance. Alors eux aussi, ils vont payer pour que tout le monde puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. William Lajeanne était notre invité ce matin. William Lajeanne, qui est membre du bureau exécutif régional des écologistes de Bretagne, également co-délégué aux élections, à la relation aux élus et aux partis. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et bonne campagne à tout le monde sur le terrain. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.